J'ai des patients qui ont vraiment failli pas s'en sortir à cause de moi parce que j'étais trop fatiguée pour faire correctement mon boulot. J'ai voulu devenir médecin depuis que je suis toute petite. Du coup, j'ai passé le bac, je me suis inscrite en médecine, j'ai eu ma première année. Je suis devenue interne en novembre 2019. Quand on est interne, on fait 6 mois dans un terrain de stage, puis on change au bout de 6 mois et on va dans un autre terrain de stage. Moi, je suis interne en médecine d'urgence, donc j'ai essentiellement dû faire des stages en médecine d'urgence, en réanimation, en anesthésie, en SAMU, tous les métiers qui gravitent autour de la médecine d'urgence et qui permettent de devenir urgentiste. J'ai d'abord eu des stages où je travaillais jamais moins de 70 heures par semaine. Je travaillais régulièrement plus de 15 jours d'affilée. C'était difficile de faire moins. J'ai pas vu tout de suite que c'était un problème. J'ai pas vu tout de suite d'ailleurs que j'étais fatiguée. Et donc j'ai continué parce que j'ai pas pensé que je pouvais dire stop. Les stages se sont succédés, tous avec des charges de travail de plus en plus lourdes et avec une charge de travail à la fac à côté qui était de plus en plus importante aussi parce que il fallait que je passe ma thèse avant la fin de la 3e année de mon internat. Ça a commencé à devenir beaucoup. J'ai commencé à être malheureuse d'être médecin et à vraiment plus très bien faire mon boulot. Je me souviens d'un jour où j'étais au milieu d'une garde de 24 heures, ça devait être la 3e de la semaine. Je commets une erreur sur un patient, je devais mettre en place un cathéter, je vais le mettre dans la veine et en fait je tremble ou j'ai une seconde d'inattention, peut-être même que je m'endors sincèrement sur mon aiguille parce que j'étais très fatiguée et en fait je ponctionne l'artère. Donc il a fallu qu'on transfuse, qu'on mette tout un tas d'autres médicaments en place. Ça a vraiment été compliqué, j'ai longtemps cru qu'on allait perdre ce patient, on s'est battu pendant 1h30. Il s'en est sorti et je crois vraiment que j'ai eu une bonne étoile. Et mon chef a peu aidé et m'a dit après, j'espère que tu te rends compte que c'est comme ça qu'on tue des patients. Après ça, j'ai retravaillé une garde de 24 heures et quand je suis rentrée de cette garde, c'était bientôt la fin du stage et j'ai vu mon amie qui s'était arrêtée 6 mois plus tôt pour burn-out, qui est interne elle aussi, et qui m'a dit tu sais Olivia, on dirait moi il y a 6 mois. Il a fallu qu'elle me dise ça pour que je me rende compte qu'en fait depuis plusieurs semaines je n'arrivais plus à sortir du lit réellement facilement, que j'avais arrêté de sortir, de voir mes proches, que je m'étais enfermée complètement à part et que la seule chose que je faisais c'était aller au travail, parce que le fait est que je travaillais presque 100 heures par semaine et pendant près d'un mois d'affilée en continu, que mes seuls repos c'était mes repos de garde et c'est des jours où je travaillais jusqu'à 10-11 heures du matin. Je crois pas qu'on puisse dire que ce sont des journées non travaillées, en tout cas je refuse de les reconnaître comme telles. C'est pour ça que je me suis arrêtée et je pense que ça a sauvé ma vie. C'était pas facile de pas réussir à être interne. Déjà, je l'ai vécu comme un échec. C'en était évidemment pas un et je crois que le message clé c'est ça. J'étais malade et on m'a rendu malade. C'est vraiment la façon dont on nous traite qui m'a rendu malade. Épuisée, complètement à bout. J'y arrivais plus du tout et je faisais mal mon travail et je tirais plus aucun épanouissement. C'était extrêmement dur parce que vraiment, c'était le rêve d'une vie, devenir médecin, et on m'avait dégoûtée de ça. J'ai été arrêtée un peu plus de 3 semaines. J'ai repris le boulot en grande partie parce que je changeais de stage. Et le premier jour, j'ai dit au chef que j'avais été arrêtée 3 semaines pour burn-out. Et que j'étais pas sûre de rester très longtemps dans le stage pour l'instant parce que je me sentais pas guérie. Que voir un hôpital, ça me donnait des crises d'angoisse, que je faisais des cauchemars. C'était dur. Et le chef, il m'a dit, si t'as besoin d'être là à mi-temps, t'es là à mi-temps. Si t'as besoin de t'arrêter, tu t'arrêtes. Le plus important, c'est qu'à la fin, tu deviennes médecin. J'ai pleuré pendant des semaines parce que tous les matins, il me disait bonjour. Je rigole, mais c'est horrible. On en vient à croire que la norme, c'est la méchanceté et à trouver incroyable que des gens soient gentils. Moi, j'ai fait ce métier pour prendre soin des gens et on prend extrêmement mal soin les uns des autres et de soi-même. On peut pas demander aux gens d'être en bonne santé quand on est soi-même en si mauvaise santé. Et après, je me suis battue pour aller bien, pour réapprendre à aimer mon métier. Maintenant, je me bats pour prouver aux internes plus jeunes que on peut être médecin en ne s'infligeant pas des conditions de travail aussi graves, aussi mauvaises. Et s'ils le font pas pour eux, il faut qu'ils le fassent pour leurs patients parce que vraiment on commet des erreurs graves. Moi, j'ai des patients qui ont vraiment failli pas s'en sortir à cause de moi parce que j'étais trop fatiguée pour faire correctement mon boulot. Et je souhaite à personne de se retrouver dans ce genre de situation. J'essaye de montrer ça et j'essaye d'incarner le fait qu'on peut pas aller aussi mal que ça, soigner correctement des gens, être épanoui et être médecin toute sa vie. Ou alors on devient ce qu'on a détesté pendant nos études, c'est-à-dire qu'on devient quelqu'un qui répète ce système, quelqu'un qui inflige aux internes d'aller aussi mal et qui fait que toutes les 3 semaines, il y a un interne qui se suicide. Moi, j'ai pensé à me suicider quand j'étais pendant mon stage de réa. Quand j'attendais le métro, je disais pas que je me voyais passer sous le métro ou que j'avais envie de le faire, mais je me demandais ce que ça ferait si je le faisais. Quand je conduisais ma voiture, je me disais que ce serait tellement facile d'aller droit dans cet arbre. Et j'ai pas vu tout de suite que c'était des idées suicidaires.
En fait, je l'ai compris quand je me suis arrêtée et que j'ai commencé à avoir une psy. Je crois vraiment qu'il y a très peu de place pour parler de quand ça va pas. Parce que depuis toujours, on nous demande de tout le temps aller bien. On nous le dit dès le début de nos études, un médecin ça s'arrête pas parce que ça a la grippe, un médecin ça s'arrête pas parce que ça tousse, parce que ça a de la fièvre. On vient travailler, on a des gens à soigner, on s'accroche et voilà. Un médecin ça tombe pas malade. On n'a pas le droit de se sentir mal, on n'a pas le droit d'être faible. Et même si c'est pas toujours vrai, même s'il y a probablement des tas de personnes ressources, on nous a tellement dit qu'on n'avait pas le droit de le dire, que ça devait rester secret, que ça nous vient pas à l'idée d'aller en parler aux autres. Donc oui, je pense qu'on est extrêmement mal épaulés. J'ai rarement vu un de mes chefs venir me voir et me demander « Comment tu te sens aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on doit changer pour qu'on aille mieux ?» Déjà, on pourrait faire en sorte que les internes travaillent plus pendant 100 heures d'affilée, ou 80, mais même déjà 60, c'est aberrant. Le droit du travail... Partout en Europe, c'est 48 heures maximales par semaine, ce qui est déjà beaucoup 48 heures. Et si, à minima, on bloquait la possibilité de faire trop d'heures et que les heures, en plus des heures normales qui étaient faites, étaient rémunérées, parce qu'aujourd'hui, on est payé un montant fixe par mois, peu importe le nombre d'heures qu'on travaille, en sachant que ce nombre d'heures, de toute façon, c'est en moyenne 60 heures par semaine, ce qui veut dire qu'en réalité, en 2 semaines de travail, on a fait les heures qui justifient notre salaire. Et donc, tout ce qu'on fait au-delà, c'est pas reconnu, c'est pas rémunéré, c'est jamais compté. C'est pas possible d'avoir aussi peu de considération pour le travail qu'on fait. Les internes, c'est 40% des médecins dans les hôpitaux publics. Quasiment un médecin sur 2 que vous voyez à l'hôpital est interne. Il faut reconnaître leur travail, il faut qu'ils soient justement rémunérés, il faut qu'ils soient décomptés pour qu'ils soient pris en compte, pour qu'il y ait plus de jours de repos, des congés, des choses que tout le monde aspire à avoir quand il travaille autant. Un autre truc qui serait vraiment bien qu'on mette en place pour que ça aille mieux, c'est que les chambres dans lesquelles on dort quand on est de garde ne soient pas vétustes. Mais en fait, la plupart de nos lieux de vie sont infectés de toutes les bestioles qu'on peut imaginer, que régulièrement il n'y a pas de fenêtre qui ferme ou pas de porte qui ferme, ce qui rend aussi les lieux particulièrement dangereux. Moi, ça m'est déjà arrivé à Paris de trouver un SDF dans mon lit de garde. Je sais pas si on est mal préparé à devenir interne quand on est étudiant en médecine, parce que je crois vraiment qu'on est sélectionné sur notre capacité à tout accepter, à ne jamais rien refuser et à tolérer une frustration et un manque d'accomplissement personnel le plus total, une abnégation pour nos études et notre métier, comme si c'était normal en fait, comme si on était avant d'être des gens. On est médecin. On doit effacer notre identité derrière le fait d'être étudiant en médecine, derrière le fait d'être médecin, derrière le fait d'être soignant. Et le but, c'est vraiment de réussir à libérer la parole sur tout ça et à dire que, avant d'être médecin, on est un être humain. J'adore mon métier, je trouve que je fais le plus beau métier du monde. J'en changerai pour rien, mais avant tout, je suis Olivia Fregnault, j'ai 28 ans, j'habite à Paris, j'ai un chat, je fais de la musique et après, je suis médecin. Mais d'abord, je suis moi.